Bon, en tout cas, ravi de vous accueillir cet après-midi. Donc là, comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, on est sur un moment d'acculturation. On ne va pas parler beaucoup techno, on va plus parler de ce potentiel des données et comment il peut être exploité et comment il a permis à Silker de rentrer dans l'univers de la data et de servir ses différentes activités. Et je proposerai à Jérôme par la suite de se présenter un peu plus. Donc les questions qu'on souhaite aborder pendant ces 40 minutes, c'est d'une part comment la data peut avoir un impact réel sur le développement de vos activités. Et comme je vous l'ai dit juste avant, chaque activité, toutes les entreprises peuvent être concernées. Il n'y a pas d'activité exclue, même s'il y en a qui semblent moins propices à cela. On reviendra aussi sur le par où commencer, parce que c'est souvent les questions qu'on se pose. On a plein de questionnements. On se dit, OK, on entend parler de ChatGPT, de l'intelligence artificielle, il faut que je structure mes données, j'ai des problèmes de qualité de mes données, comment je fais pour m'y prendre, pour mettre tout ça au carré. L'idée, c'est aussi de savoir comment on peut avancer. Et puis, directement lié, est-ce qu'il n'y a pas une logique de stratégie data à mettre en place et comment je structure cette stratégie, un petit peu comme quand on crée une entreprise, on a la logique du business plan, voilà. Il y a une map, une roadmap à créer et comment je structure tout ça. Donc je vais proposer à Camille de commencer par se présenter et puis ensuite j'inviterai Jérôme à se présenter. Bonjour à tous, donc Camille Morélan, moi je travaille chez Datasulting, je suis directrice data et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je suis en charge de l'Observatoire de la maturité data des entreprises. Je vais présenter tout de suite l'Observatoire, comme ça sera fait quand j'ai la parole. L'Observatoire de la maturité data des entreprises, c'est une enquête annuelle auprès des dirigeants de PME, ETI françaises qui nous permet de comprendre où en sont les entreprises en matière de data, qu'est-ce qu'elles font, où elles vont, quels sont leurs enjeux, leurs freins, etc. Donc ça nous permet de comprendre le marché et ça leur permet aux répondants d'évaluer leur maturité data sur 5 piliers: le potentiel data, la stratégie data, l'organisation, les compétences et la culture data. Donc ça leur permet aussi de se sensibiliser et de se poser un certain nombre de questions pour les aider à avancer. C'est une enquête qu'on conduit depuis 4 ans. Si vous n'avez pas fait, l'enquête est ouverte toute l'année, on peut s'évaluer toute l'année sur cette enquête-là. Et c'est quelque chose qui est co-construit, ce n'est pas que porté par Datasulting, c'est co-construit avec 15 partenaires publics et privés sur le territoire français. Voilà pour l'enquête. Merci Camille. Alors je vais te prendre la main, mais du coup c'est pour gagner une slide. Camille, si tu peux passer sur la slide suivante, comme ça je vais faire une pierre deux coups. Donc je me présente et j'en profite pour vous présenter l'entreprise. Donc Datasulting, en bref, on a un cabinet de conseil basé à Castelnau, donc on est des voisins. Notre vocation, c'est d'accompagner les PME et les ETI dans la mise à profit de ces données dans leurs différentes activités. Et notre focus, notre volonté, c'est vraiment d'accompagner les métiers de l'entreprise pour servir leur performance. Donc nous, ce qui nous préoccupe en première instance, c'est comment on peut vous aider à générer du résultat, à vous améliorer, à faire des gains de coûts ou alors du gain de temps. À l'aide de l'exploitation des données. L'intelligence artificielle peut être un moyen, mais il y a déjà beaucoup de choses à faire sans passer par l'intelligence artificielle. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous on fait du conseil, mais on va jusqu'à la réalisation et on accompagne nos clients aussi sur de la mise en place, par exemple, premier niveau, les tableaux de bord, comment je décide mieux avec mes données qui sont dans différents logiciels, un peu perdus à gauche et à droite. J'ai un directeur informatique qui me parle de données, j'ai un directeur commercial qui me dit que lui, il a d'autres sources, etc. Et comment je fais pour mutualiser tout ça et mettre au service de l'entreprise et des métiers de l'entreprise. Et donc, moi, je suis le président de la société. Alors, ça, on en a parlé. Moi, sur Alors, je voulais juste redonner la main à... Parce que du coup... Jérôme. Enchanté, je vais faire un retour d'expérience. Donc, je suis Jérôme Geoffroy, je suis directeur financier de la société qui s'appelle Silker. Donc, nous, on est une société qui est spécialisée dans les sciences de l'audition, donc tout ce qui est problématique associée à l'audition. On a 3 activités, ce qu'on appelle External Innovation, qui est la capacité de faire de la R&D sur ces problématiques sur l'audition pour des clients. Une deuxième partie qui s'appelle thérapeutique, où on développe un nouveau médicament qui permettra de mieux entendre. Donc ça, c'est quand même une belle innovation, et on est à Montpellier. Et le troisième point qui est assez intéressant, qui s'appelle Auditory Analytics, qui fait le lien vraiment, et ça a été dernièrement créé. Et on va pouvoir élaborer sur ce sujet. De mon côté, moi j'ai un parcours de financier depuis plus d'une vingtaine d'années dans des grands groupes et maintenant dans les startups. Et le sujet data, c'est quelque chose qui me porte particulièrement à cœur, au début en tant que financier. Et on s'aperçoit que la data a pris une telle importance dans nos entreprises qu'il faut qu'il y ait un leader, en tout cas sur cette dimension, dans chaque entreprise. Et en tout cas, c'est ce rôle que j'ai aussi au sein de Silker. Merci Jérôme. Donc Camille, c'est bon, je te laisse enchaîner.
Donc l'observatoire, on en a parlé. Moi, sur l'atelier, là, j'interviendrai un peu en pop-up pendant les débats là, pour vous donner quelques chiffres issus de l'observatoire. C'est pas mal l'image de la pop-up. Donc oui, cet observatoire, il nous a permis d'identifier 5 profils de maturité. Donc nous, on aime bien tout ce qui est un peu green, donc on les a mis dans l'univers du cultivateur, du jardinier, etc. Donc ces 5 niveaux de maturité, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu de niveau 0, en fait, ceux qui ne font absolument rien sur la data. Il n'y en a plus trop d'entreprises comme ça sur le marché. Et à l'autre extrême, il n'y a plus trop, non, il n'y a pas encore, pas plus trop, mais il n'y en a pas encore qui sont vraiment, qui se déclarent comme très avancés, très matures sur les sujets de la data. Donc, on va retrouver plutôt les entreprises sur ces 3 niveaux de maturité. Donc, soit ce qu'on a appelé l'apprenti, des entreprises qui ont pris conscience des enjeux data, qui commencent à expérimenter, qui commencent à se sensibiliser, à se poser des questions. Ce niveau-là qu'on a appelé le jardinier, qui eux ont commencé à entreprendre des actions, mais c'est pas encore structuré. Donc souvent, voilà, les données sont non centralisées, ils commencent à recruter, ils travaillent peu encore leur gouvernance. Et le cultivateur, ils sont dans une approche plus structurée. Généralement, ils ont mis en place un entrepôt données, ils ont déployé des outils, mais pareil, ce qui pêche encore, c'est tous les sujets gouvernance et culture data qui sont souvent laissés de côté, alors que c'est des enjeux importants aussi pour les entreprises. Alors Jérôme, tu as déjà présenté les activités, mais comment vous vous considérez, vous, aujourd'hui, en termes de maturité par rapport à ce qu'a décrit Camille? Donc on est sur une phase intermédiaire, même si on a beaucoup avancé. Nous, notre projet data, il a commencé réellement en début d'année, en 2023, pardon. La société de 2014. On n'a pas la même temporalité. Ouais, mais pas longtemps, hein, c'était hier. Donc la société de 2014, mais nous, on a commencé le projet data, vraiment à proprement parler, en 2023, en début d'année. Et on a senti très rapidement qu'il y avait une valeur sur cette data, à 2 dimensions, et ça on va le voir un peu plus dans le détail. D'un point de vue d'organisation, on sait qu'il y a plein, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais on ne sait pas forcément comment on le prend. Donc pour revenir à cette question, donc on s'est trouvé avec, on sait que le monde évolue, l'intelligence artificielle touche toutes les entreprises, ça va nous toucher, comment on peut l'utiliser au mieux. Et on s'est aperçu aussi qu'au sein de nos data, on pouvait utiliser ces data pour peut-être développer un nouveau business. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire, donc comment avoir une démarche structurée. Et je dirais que dans les key learnings, c'est dans les retours d'expérience qu'on peut faire, un data, tout ce qui touche la data, c'est un projet. Et donc il faut s'organiser comme n'importe quel projet dans un premier temps, il faut une gestion de projet assez bien organisée. Et donc on a pu avancer, on va pouvoir le voir un peu plus en détail. Je te laisserai dérouler en même temps. Donc, du coup, effectivement, quand on s'est vu pour la première fois, tu avais d'un côté des sujets, des jeux de données, enfin tu avais des données, et puis par contre, tu ne savais pas par où commencer, enfin c'était un peu un questionnement. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette étape-là? Donc pour revenir à ce que je disais précédemment, on était vraiment dans cette logique, on avait un potentiel de la donnée. On savait que c'était quelque chose qui pouvait être utile à des fins scientifiques essentiellement, voire même plus. Et comme tout projet, on s'est posé la question qui sont les experts en dehors de la société, puisqu'on n'avait pas une expertise au sein de la société, on avait une grosse envie par contre, ça c'est quelque chose d'assez critique, il faut qu'il y ait des gens au niveau du management qui aient cette envie vraiment de travailler la data, comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les potentiels. Et on s'est retourné auprès de toi et ton entreprise en particulier. Pourquoi? Parce qu'il y avait, je me décale un petit peu, cet outil en fait, qui est organisé, qui est proposé par la BPI, qui s'appelle un diagnostic data. Et l'avantage de ce dispositif, ça nous aide déjà à trouver des partenaires de confiance, je dirais, qui vont nous expliquer comment on peut gérer un projet de data. Et vraiment, notre démarche, elle s'est structurée par structurons vraiment notre approche data en interne avec des spécialistes qui vont nous donner vraiment, qui vont nous sortir en tout cas de ce qu'on pense qu'il y a de la valeur versus la réalité. D'accord, merci. Du coup, Camille, je te propose d'avancer un petit peu. Parce que là, on va vous poser la question, parce que là, on a parlé beaucoup de data, mais pourquoi faire de la data en fait? Ça, c'est déjà le premier questionnement à avoir. Et on aimerait, alors vous pouvez faire, alors vous avez commencé pour ceux qui étaient présents en conférence ce matin, vu comment marchait Slido, donc vous pouvez prendre en photo le petit QR code et nous donner, vous, vos propres objectifs, ce que vous voyez d'utile, de mieux exploiter ces données pour l'entreprise, et nous les décrire très simplement en 2-3 mots, pour qu'on ait la vision au travers d'un nuage de mots. Donc là, je vais vous laisser aller une minute pour nous faire vos retours. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que des réponses.
Donc ok, on travaille l'efficacité, la performance, ça c'est vraiment les sujets qui ressortent souvent. L'optimisation, donc l'optimisation de la performance opérationnelle, souvent on regarde les opérations. Encore optimiser, donc on voit que l'optimisation c'est un sujet. Ce qui est intéressant, c'est que le terme optimisation, il n'y a rien de nouveau là-dedans. On ne parle pas de valoriser des nouveaux usages. Bon, ça, le numéro de téléphone, je sais. Je sais pas. Ah oui, d'accord. C'est pas mal, c'est pas mal. Piloter, collaborer. Performance qui ressort. Cibler sa clientèle, donc effectivement, la connaissance client, c'est un vrai sujet. Comment j'améliore la connaissance de mes clients pour mieux les servir, pour mieux personnaliser la relation. L'innovation, donc effectivement, l'innovation, c'est aussi un sujet. Ceux qui font du produit, qui font des services et qui veulent exploiter les données pour proposer potentiellement de nouveaux services à leurs clients en exploitant ce potentiel. Donc je vois, ça y est, des mots barbares qui commencent à ressortir. Il y a peut-être les amis de Flint qui écrivent machine learning. Je ne sais pas si le machine learning est un objectif en soi, mais suivre sa marge. Alors ça, pour un chef d'entreprise ou un DAF, je pense que c'est juste essentiel. Et c'est peut-être même la première étape avant de penser à des choses révolutionnaires. C'est comment je fais pour optimiser ma marge. Et je vous dis ça parce qu'après, on va regarder le ROI. Et quand on regarde les usages, le ROI est super intéressant. C'est-à-dire combien je vais mettre sur la table pour gagner quoi. Et des fois, on se dit, je vais mettre de l'IA avec ChatGPT parce que je pense que je vais gagner des trucs formidables. Quand on regarde le coût sonnant et trébuchant de ce qu'on va mettre en œuvre par rapport à ce que ça peut rapporter, des fois, ça peut rebrasser les cartes. Vision bout en bout, optimisation. Bon voilà, je pense que vous avez compris le message. Donc, on a, au travers de l'Observatoire, eu des retours sur les principaux enjeux des chefs d'entreprise. Alors voilà, que nous dit l'Observatoire sur cette même question, quels sont les objectifs, les enjeux des entreprises. Le premier, ce qui ressort en premier, c'est déjà améliorer le pilotage. Donc, avoir une vision de son activité, savoir où on va et voilà, quels sont les chiffres de l'entreprise. Donc, vous avez marqué, vous, marge, etc., performance. Donc effectivement, c'est savoir quels sont ces chiffres-là. Deuxième enjeu, ça va être optimiser la performance opérationnelle. Donc on retrouve ici aussi la performance. Troisième enjeu qui est cité par les entreprises, c'est mieux anticiper. Ça, c'est un objectif qui monte d'année en année. Donc pouvoir anticiper les ventes, les risques, les stocks. Anticiper, voire prédire. Prédire, oui. Et ensuite, on va retrouver des enjeux tels que améliorer l'expérience client. Donc là, ça passe par tout ce qui est mieux connaître ses prospects et ses clients, réduire les coûts, fidéliser, acquérir des nouveaux clients et ensuite tout ce qui est pouvoir proposer des nouveaux produits et services grâce à la data. Alors après, on entend souvent parler de valoriser les données, nouveaux modèles économiques, etc. Au final, c'est un sujet qui ressort, mais à la marge. Parce que en dehors des startups ou des gens qui veulent vraiment disrupter leur marché, leur modèle économique ou se positionner vis-à-vis de la concurrence un peu différemment, on voit que les principaux sujets, c'est quand même comment je peux améliorer l'existant, plus que créer du nouveau. Et ça correspond à certains secteurs d'activité qui se remettent en question ou parce que leur marché évolue très fortement. On voit le secteur de l'automobile, des choses qui bougent très vite. Donc oui, eux, ils vont devoir disrupter certains pans de leur modèle d'activité. Alors l'étape d'après, une fois qu'on s'est rencontrés, on est rentré dans le dur, comme on dit. Et c'est là où tu as pu activer le Diag Data. 4 étapes, état des lieux. On a fait un focus sur les usages, les technos, les outils, le plan d'action. Toi, qu'est-ce qu'il en ressort de cette étape-là sur le Diag Data? Pour l'instant, on ne rentrera pas dans le détail du fonctionnement, mais plus ce que tu as pu... Déjà, le premier, ce qu'on a appris collectivement, c'est de mettre toute l'entreprise autour. En tout cas, ce n'est pas non plus un workshop qu'on a fait uniquement avec quelques personnes, mais on a vraiment impliqué l'intégralité de la société pour que chacun puisse exprimer ses peurs, en tout cas donner ses opportunités. Et ça a permis surtout de comprendre à l'entreprise, la data c'est intéressant, c'est important, et on peut en faire quelque chose d'utilisable, et ce n'est pas quelque chose qui doit faire peur, il faut l'intégrer dès à présent. Donc ça a eu cette valeur en tout cas très importante dans une organisation, dans ce qu'on appelle un peu le change management, d'anticiper et de faire prendre conscience qu'il y avait de l'intérêt à travailler sur ce sujet. Donc on rebondit sur ce qui s'est dit ce matin, sur le côté il faut embarquer tout le monde, et pour embarquer tout le monde, il faut quelque part embarquer le codir. Démystifier, il faut à tout niveau de l'entreprise. Et chacun peut utiliser, en tout cas, c'est aussi ce qu'on a pu voir, et on va le voir après avec la matrice, que chacun peut utiliser en tout cas ces datas pour faire son travail différemment et passer plus de temps, en principe, sur la partie plus valorisable, entre guillemets, sur la partie d'analyse, etc., etc. Donc ça nous a permis, au niveau collectivement, d'avoir cette démarche vraiment d'intégrer la data.
Ensuite, on a pu vraiment travailler sur des cas d'usage, et c'est ce qui est le plus important, c'est de se dire, ok, quel est le cas d'usage qui pourrait apporter le plus de valeur pour l'entreprise. Parce que ce qui est intéressant dans la data, c'est qu'on peut l'utiliser presque partout aujourd'hui, mais il y a quand même une prioritisation à faire dans les sujets data, puisqu'on pourrait quasiment tout utiliser. Donc là, ce qui était intéressant, c'était de nous aider vraiment à prioriser vraiment le besoin. Et nous, en tant que société, quel va être l'effort aussi qu'on veut donner et quels sont les axes pour que tout le monde comprenne aussi ce qu'on essaie de faire. Donc je dirais que c'est 2 dimensions et surtout de démystifier vraiment la data et comme quoi on pouvait aussi atteindre des résultats assez rapidement. Un projet data, ce n'est pas forcément très long, ça peut se structurer et il y a plusieurs étapes à mettre en place. Donc ça a permis de nous rassurer surtout. Je pense que le premier message, c'est de se rassurer comme quoi on a une solution et qu'on a déjà une démarche qui est vraiment construite pour aller de l'avant et pour utiliser ces data pour le bien de l'entreprise. Donc c'est ça qui est assez critique aussi, c'est qu'aujourd'hui dans un monde qui va très vite, on se doit d'être aussi défensif en tant qu'entreprise, de comprendre aussi l'environnement. On ne veut pas subir l'environnement, il faut qu'on le comprenne pour en tirer des opportunités. Très clair. Merci. Donc là, on va revenir sur le déroulé de cette approche. Alors, on va commencer à réfléchir à la stratégie data de l'entreprise. La première chose, on parlait avec Jérôme d'état des lieux. C'est déjà d'identifier ce qu'on a entre les mains. Quelles sont les sources de données? Est-ce que j'ai des logiciels à la comptabilité, au service commercial, etc. Donc, s'identifier toutes ces sources de données qui peuvent être soit des logiciels, mais j'ai des entreprises qui ont des objets connectés, j'ai des entreprises qui ont de la donnée scientifique, j'ai des entreprises qui exploitent des données provenant des collectivités, de l'open data. Donc, en fait, c'est d'arriver à identifier toutes ces sources et de voir déjà si elles sont faciles d'accès, exploitables, si les données qui en ressortent sont de qualité. Donc, on va aussi revenir sur cette notion d'exploitabilité. Quelles sont les contraintes techniques pour pouvoir les exploiter? Est-ce que, j'ai des ressources qui sont capables de faire? Sinon, comment je m'y prends pour pouvoir exploiter ces données? Quels sont les freins à cette exploitation par les métiers? Parce que quelquefois, les métiers disent qu'il y a de la donnée qui existe, certes. Par contre, moi, je dépends du service informatique. Chaque fois que j'ai une demande, ça me prend 3 mois et au final, j'ai plus vite fait de le faire moi-même avec mon pauvre fichier Excel que tout le monde connaît, mais je n'ai pas d'autre solution que pour aller au plus vite. Donc ça, c'est la première étape. Sur cet état des lieux, toi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur des spécificités que vous aviez chez vous? Non, je pense que ça nous a permis de comprendre les enjeux sur vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, la prioritisation. De se dire, OK, ça, on va peut-être le laisser de côté. On va travailler sur 2 dimensions, les opportunités business, mais aussi l'efficacité de l'entreprise. Et donc, on a pu identifier vraiment la data et de comprendre vraiment qu'effectivement, derrière, ce n'est pas simplement travailler sur sa data, c'est la source de data qui nous semble plus critique. Très clair. Donc ensuite, on passe sur cette partie cas d'usage qui nous semble extrêmement intéressante. Vous voulez dire un mot sur celle-ci? Non, enfin, j'ai pas grand-chose à rajouter puisqu'on va le développer. Mais effectivement, les cas d'usage vont être dépendants des métiers de votre entreprise. Donc là, on a donné une vision exhaustive là, qui était juste après. Mais l'approche cas d'usage, c'est se poser les questions au niveau de chaque métier, du marketing, de la production, de la finance, etc. C'est concrètement, au quotidien, de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez des objectifs d'amélioration, d'optimisation, de réduction des coûts? Et en quoi la donnée peut vous aider? Est-ce que vous y arrivez aujourd'hui? Et si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour pouvoir le faire? Et où se trouvent les données qui vont me permettre de répondre à ces questions? Et le côté où se trouve la donnée, c'est quelquefois la première question. Des fois, il y en a qui disent, voilà, moi j'ai besoin de ça, par contre, je ne sais pas où aller chercher la donnée, ou alors si elle existe quelque part, je ne sais pas comment y accéder. Donc des fois, on se retrouve confronté à des choses toutes simples qu'il faut déminer. Et là, ça va permettre de répondre à des questions d'utilisateurs finaux qui, eux, sont souvent brimés parce que voilà, j'ai besoin de faire agir ces données qui sont quelque part gérées par l'informatique. On a l'impression que c'est 2 univers séparés. Il y a des gens qui gèrent des données et des gens qui en ont besoin. Et tout ça, ça passe par la communication. Le cas d'usage est un bon moyen de faire communiquer l'IT avec les métiers. Je te laisse développer. Donc effectivement, dans ces démarches cas d'usage, c'est beaucoup de travail collaboratif. Donc on va voir après l'exemple de Silker, qui va permettre de faire germer des idées. Alors plus que des idées, c'est ces fameux cas d'usage, par pan de l'activité de l'entreprise. Donc nous, on parle de chaîne de valeur de l'entreprise. Dans votre entreprise, vous avez potentiellement un service marketing, des achats, un service financier, etc., etc. Et pour chacun d'entre eux, vous avez forcément des problématiques, des usages à développer. Et là, on va mettre tout le monde autour de la table et dire, voilà, partagez-nous ces différents cas d'usage. On va faire intervenir l'informatique ou l'IT qui gère les données ou potentiellement les services externes qui peuvent accompagner sur ces thématiques-là pour voir quels sont ces différents cas d'usage, mais également quelle va être la difficulté à les mettre en œuvre. Parce que ce n'est pas tout de se dire, j'ai un super cas d'usage. Là, on voit qu'il y a des projets très complexes, donc
très important pour l'entreprise, signature auditive numérique, mais qui va demander beaucoup de moyens et du temps. Par contre, bénéfice, super. Mais peut-être c'est quelque chose en termes de priorisation qu'on va mettre à 2 ans, à 3 ans, et qu'il faudra gérer différemment, il faudra embarquer plus de monde, il faudra mettre plus de moyens. Alors qu'il y a des choses à très court terme qu'on peut débloquer. Alors souvent, on va parler des tableaux de bord. Typiquement, ce matin, j'entends parler du tableau de bord de la direction financière. Oui, le sujet du tableau de bord où on a X fichiers Excel à alimenter tous les jours et se dire comment on peut faire pour simplifier ça. Le sujet décisionnel de mon tableau de bord automatisé, c'est déjà un premier sujet. Et ça peut être vite fait à mettre en place et on peut gagner beaucoup. Enfin, moi, j'ai un client qui est dans le BTP qui m'a dit à partir du moment où on se posait des questions, donc il se posait des questions d'IA, etc., même topo, hein, c'est-à-dire j'ai plein de sujets dans la tête, j'ai besoin de prioriser. Et en fait, le premier sujet, c'était tableau de bord, c'était pour optimiser la gestion de son parc de véhicules de chantier, parce que plus il avait de véhicules sur son parc, plus finalement ça lui coûtait au quotidien. Donc son objectif, c'était de vider du véhicule. Et ça, il n'avait pas la visibilité, il avait du mal à voir comment gérer son parc. À partir du moment où il a vu ces données, il a pu faire des optimisations. Et lui, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il a pu gagner dès les 2 premières années, en ayant une meilleure vision, une visibilité sur ces données-là. Donc Jérôme, je te laisse peut-être développer ta... Oui, alors après, ce qui est important par rapport à ça, c'est toujours cette matrice. C'est où on veut mettre le curseur, en tout cas, dans notre entreprise. Et c'est une fois de plus, c'est un effort de priorisation par rapport à des enjeux qui sont en lien avec la stratégie. Après, c'est vraiment c'est très basique, hein, ce qu'on va dire, mais une structure et une organisation, il y a une stratégie. Est-ce que les projets, en tout cas, vont apporter un bénéfice suffisant à l'entreprise? Parce que la data, travailler la data, comme tu disais tout à l'heure, c'est un investissement. Donc il faut aussi comprendre le coût de ce travail sur la data. Et donc après, on fait des choix. Et surtout, il y a une autre dimension qu'on ne voit peut-être pas forcément là, mais c'est d'intégrer aussi les risques pour l'entreprise ou les risques de la data. Ça, c'est aussi un élément important dans le diagnostic. Souvent, on sous-estime les risques qui peuvent être associés à mettre en place des démarches data ou qui peuvent... il y a des biais qui sont associés à la data, etc. Il y a plein de choses qui ne sont pas aussi simples parfois qu'on peut le croire, d'autres qui sont simples, mais d'autres qui sont plus compliquées à gérer, surtout sur la sécurité des data, hein, c'était mentionné ce matin. Et ça, c'est un élément très, très critique. Oui, puis toi, tu as des enjeux RGPD aussi, et c'est des données de santé. Données de santé, donc il faut bien... Et une fois de plus, cette démarche a le bénéfice, en tout cas, de nous rassurer dans la structuration du projet data. Et ça enlève certains, je dirais, écueils qu'on peut avoir, c'est de se lancer un peu à l'abordage dans un sujet data. Et une fois de plus, un sujet data, c'est un projet. Donc il faut le gérer de la façon d'un projet. Très bien. Donc du coup, simplement pour revenir là-dessus, encore une fois, pour définir les usages, prenez les différents pans d'activité de votre entreprise et faites un petit peu ce récapitulatif avec les métiers de concrètement, qu'est-ce que tu veux améliorer? Le marketing, ok, je veux améliorer la connaissance client. Ça veut dire quoi améliorer la connaissance client? J'aimerais mieux savoir qui achète sur Internet et quand les gens achètent sur Internet, j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'ils reviennent et qu'est-ce qui suscite. Voilà, et vous définissez clairement les cas d'usage. Pour le marketing, c'est assez simple, il y a d'autres enjeux et usages qui sont peut-être moins simples à définir. Là, l'expert peut vous aider à aller chercher plus loin. Par exemple, ce matin, on parlait de maintenance prédictive. Bon, voilà, il y a des sujets où il faut les creuser, voir ce qu'il est possible de faire en fonction des volumes de données, des historiques, de la qualité des données. Mais vous-même, dans vos métiers, vous les avez les usages. Vous les connaissez aux 3/4. Et puis après, il y en a qu'il faut aller chercher en creusant un peu plus avec des experts. Troisième étape, une fois qu'on a défini les usages, donc vous l'avez compris, c'est un peu l'entonnoir, hein, on ne commence pas par la technique, et ça c'est un message qui est assez fort, c'est ne commencez pas en disant il me faut telle solution ou tel outil. Parce que ça, on a tous le naturel à dire il me faut, on le voit, hein, j'ai besoin d'un CRM. Ça c'est hors côté data, hein, mais le nombre de fois où j'ai entendu il me faut un CRM, mais ça ne marche pas, les commerciaux ne veulent pas l'utiliser. Est-ce qu'on ne s'est pas posé la question à l'envers? Eh bien on revient à l'usage, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Qui ça doit servir dans l'entreprise, ceux que ça doit servir, je dirais, il y a potentiellement le management, etc., mais il y a ceux qui vont l'utiliser au quotidien. Mettons-les encore une fois autour de la table, comment on embarque tout le monde pour que ça marche. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, ok, comment on s'y prend? Architecture, choix des technos, des outils, etc. Comment on va faire pour que ça tourne bien, que ça soit pensé de manière pérenne. Et donc, c'est pour ça qu'à la limite, je parle assez peu de la technologie. Alors, désolé pour ceux qui voulaient parler de trucs super pointus, mais je pense que notre ami Pierre en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure avec les amis de Flint. J'espère. Mais je ne sais pas, toi, sur cet aspect techno... Après, si, il faut quand même comprendre la structuration de sa data. Ça nous sensibilise sur la maturité de la data, surtout si elle est propre. Parce que c'est quand même un peu le sujet qui nous intéresse à terme. C'est
qu'est-ce que ça va impliquer. Tout à l'heure, j'utilisais le mot change management, c'est quand même ça, c'est qu'est-ce que ça va impliquer aussi dans notre organisation si on veut utiliser de la data, et on parle beaucoup de data, mais à la fin, comme on le sait tous, il faut que ça soit de la data propre. Donc c'est pas la peine de partir à l'abordage une fois de plus, si derrière, la structuration de la data n'est pas faite. Et ça passe, c'est assez embêtant pour le staff en principe, ça peut passer par des efforts de formalisation, mais c'est critique, parce que la data, et on va voir après ce qu'on peut en tirer, ça va dépendre de ce qu'on met dedans. Alors, vous connaissez ça. Et en même temps, ce que tu dis là, pour ne pas avoir peur, en fait, parce qu'on dit souvent que la qualité des données est un prérequis, mais y aller, ça permet aussi de voir les problèmes de qualité de données. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas visualisé, mis en place des tests, etc., c'est difficile aussi quelquefois d'aller détecter ces problèmes de qualité. Donc ça peut être le fait de partir à l'action, de mettre en place des choses, permet aussi de remonter, de voir les écueils, où est-ce qu'il va falloir que je corrige ces problèmes de qualité de données, donc aussi de se remettre en question potentiellement une partie de son activité qui collectait de mauvaises données ou sur lesquelles on avait des problèmes d'exploitation directe. Oui, sur cette étape-là, on définit comment on va pouvoir répondre à nos cas d'usage techniquement. Alors, il n'y a pas que la technique, les outils, ça c'est un gros sujet sur cette étape-là, mais il y a aussi le côté humain, c'est-à-dire quelles ressources on met en place pour pouvoir répondre à ces cas d'usage. Alors, qu'est-ce que nous dit l'Observatoire? Où en sont les entreprises en termes de compétences data dans l'entreprise? Donc, c'est 53% des PME et ETI qui déclarent disposer aujourd'hui de compétences data dans l'entreprise. C'est du déclaratif, donc voilà, il faut définir, peut-être que la définition de compétences data n'est pas la même pour tout le monde. 9% déclarent disposer d'un data scientist et 17% disposer d'un ingénieur data. Alors après, il n'y a pas de bonne solution, de mauvaise solution. Il ne faut pas internaliser pour internaliser. Il y a des questions à se poser avant de recruter. C'est déjà, est-ce qu'il y a une vision à partager à ces ressources? Est-ce qu'il y aura les personnes pour les encadrer, pour les alimenter, ces personnes-là, avec les bonnes compétences? Et est-ce que surtout, il y a matière à les alimenter à plein temps? On a des retours, nous, d'entreprises qui ont très vite embauché des data scientists et finalement qui n'avaient pas de matière à leur donner. Et du coup, qui sont partis assez vite. D'ailleurs, j'ai l'image d'une cliente, à chaque fois j'aime bien son image, elle nous parle du secteur du bâtiment et elle s'occupe de la data dans son entreprise et elle nous dit souvent, est-ce que dans le bâtiment, vous commencez à appeler le couvreur pour couvrir le bâtiment alors que vous n'avez pas encore fait les fondations? C'est un petit peu le même type de réflexion. Tant que vous n'avez pas structuré votre démarche data et votre stratégie data, ne commencez pas à vouloir mettre des briques qui vont s'écrouler au bout d'un an parce que ça ne sera pas structuré. Alors, la dernière étape, c'est la trajectoire. Donc, une fois qu'on a passé ces étapes de visualisation des cas d'usage et puis de choix de technologie et d'architecture, l'idée, c'est bien entendu de se projeter et de passer à l'action. Dans la démarche du Diag Data, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la vision du ROI, c'est-à-dire que d'un côté, on a challengé chaque usage en regardant les bénéfices que ça peut apporter, les coûts ou les efforts que ça va nécessiter, ce qui permet à un comité de direction aussi de se projeter. Donc, souvent, on a des points de blocage d'un comité de direction qui n'est pas foncièrement sensibilisés sur ces sujets data, ça peut les aider aussi avec une démarche très pragmatique à se projeter. Parce que derrière, j'ai du tangible, j'ai de l'usage, je vois l'impact sur mon entreprise et je vois combien ça va me coûter et potentiellement qu'est-ce que ça peut me rapporter. Donc ça donne les clés de décision pour un décideur. Et souvent, parce que souvent, on doit convaincre. Donc si on n'est pas le décideur de l'entreprise, on doit convaincre les décideurs. Et si on est décideur, on doit potentiellement convaincre le reste de l'entreprise. Tu veux compléter là-dessus ? Non, je pense que c'est assez clair. On est souvent, en direction d'entreprise, parfois démunis sur le plan d'action, puisque c'est souvent des nouvelles compétences qu'on n'a pas en interne. Et donc parfois, on s'imagine que ça va être très compliqué, donc on a des doutes, alors que là, au moins, on arrive avec une solution, on a un plan d'action, on a des coûts associés, et on a un peu démystifié certains éléments qui nous aident à prendre des meilleures décisions, d'investir, parce que c'est quand même un investissement. Chacun considère comme il le veut, en tout cas, ce type d'investissement. Ça peut être défensif, mais aussi créer des opportunités. Mais en tout cas, ça aide, une fois de plus, à avoir une démarche collective. Et je pense que le sujet data ne doit pas être géré par une seule personne. C'est vraiment l'entreprise qui doit gérer ce sujet, avec soit des data scientists qui sont pris en interne, mais pour les fonctions support, on sait qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils qui peuvent exister, qui peuvent aider sans avoir forcément un data scientist. Et parce que derrière, ça nécessite aussi une gestion particulière de ce type de profil dans l'organisation, et il faut pouvoir les occuper aussi. Donc là,
On parle beaucoup de data science, mais derrière, il y a beaucoup d'autres métiers sur lesquels on doit s'appuyer avant d'arriver à faire de la data science. Donc tout ça, on l'observe, et grâce à cette analyse, on est moins démunis une fois de plus, et on a en tout cas les idées claires pour prendre une décision et se donner en tout cas, je dirais, les possibilités de réussir ce projet. Très clair. Je te laisse dérouler, Camille, parce que du coup, c'est Jérôme qui va reprendre le relais. Je te laisse, t'es en roue libre maintenant, tu peux dérouler la suite. Alors, je vais faire très simple. En fait, nous, dans notre projet d'entreprise, quand on a fait ce diagnostic, on avait déjà des idées, en tout cas, assez claires. On voyait qu'il y avait des opportunités de business assez intéressantes de travailler sur cette donnée. On avait des données historiques depuis des années qu'on se disait c'est dommage de les laisser et de ne pas pouvoir les exploiter. Nous, on est une société de science, et donc ce qui nous semblait intéressant, c'est comment on peut utiliser pour le bien de la science, et en tout cas à terme même pour le bien des patients qu'on souhaite traiter avec notre composé. Donc on avait un stock de data qui était important, et on a vu que grâce à ces informations qui concernaient des animaux ou qui concernent maintenant des humains, on arrive à avoir des choses que personne n'a aujourd'hui. On arrive à déterminer des problèmes d'audition, on arrive à catégoriser les problèmes d'audition, etc., etc. Donc il nous fallait, en tout cas, grâce à ces cas d'usage, remplir ce pan de l'activité qui était comment avoir une démarche construite et intégrée dans la structure de la société et d'arriver à notre objectif qui était d'avoir des signatures auditives. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est beaucoup plus pragmatique, qui concerne comment on peut être plus efficace en tant qu'entreprise. Et donc, grâce à des cas d'usage, un vrai sujet dans notre entreprise était le planning. On a plusieurs personnes à gérer et ça prend énormément de temps. On a considéré que c'était un sujet qui était très intéressant et sur lequel on pouvait s'appuyer. Donc on a eu cette démarche aussi d'associer des gens de nos laboratoires au projet data. Donc on avait un projet très stratégique et un projet aussi qui était comment on pouvait aider tout le monde dans l'entreprise à avancer et d'aller plus vite et se focaliser une fois de plus sur des activités qui sont plus intéressantes que de rentrer des informations dans un fichier Excel, alors qu'aujourd'hui on peut automatiser plein de choses. Et le dernier point qui est aussi comment utiliser l'AI, l'intelligence artificielle générative comme les ChatGPT, puisque ça aussi c'est un gain. Donc ça passe par de l'éducation dans l'entreprise. Donc tout ça on l'a mené de front en tout cas pour s'équiper aussi de data scientists, mais qui ne sont pas uniquement au début on dit data scientists, mais derrière des métiers comme data engineering qui gèrent la structuration de la data, puisque ça c'est un sujet critique. Et donc on a pu travailler, je dirais, depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, en tout cas avoir une démarche construite et de mettre des blocs assez importants pour nous aider à avoir cette fois-ci une gestion de projet classique et qui arrive à délivrer en termes de qualité, de sécurité et de produits finis. Donc ça, c'était géré, je dirais, jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on est capable d'analyser l'audition d'une personne de façon assez unique. En parallèle, on a mis en place toute cette démarche vraiment pour accompagner tout notre staff à essayer d'améliorer leur quotidien, simplifier leur quotidien. Et le dernier point qui me semblait aussi important à préciser, c'est que la data science, elle doit être au milieu de l'entreprise. C'est-à-dire, là, j'en ai deux data scientists qui sont présents aujourd'hui, mais on les a vraiment mis autour des personnes qui travaillent dans le laboratoire. Donc c'est vraiment quelque chose pour avoir des échanges, une fois de plus. Ce qu'on souhaite, c'est créer des échanges entre l'organisation et la data science. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a des personnes qui ont des problématiques associées à leur métier, ils vont voir si la data science ne peut pas aider. Donc on a vraiment créé ces ponts assez importants qui permettent en tout cas d'avoir une vision collective et d'avancer vraiment conjointement avec la data science et le reste de l'activité. Très clair. La taille de la structure. Donc on est 30 personnes. Là, si tu veux rajouter en synthèse le cheminement. Le cheminement, comme beaucoup, on a plein de data un peu partout. On utilise Microsoft Office ou quelques je dirais, outils. Et ensuite, on passe énormément de temps à faire de l'analyse. Donc le temps passé ici, il n'est pas forcément avec un client, par exemple. Aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire avec la même data, avec même plus de data, en utilisant nos outils d'intelligence artificielle, on arrive à faire des diagnostics, on arrive à faire des signatures, on arrive à faire beaucoup plus de choses. Et vraiment, le temps, l'objectif, ce n'est pas de remplacer les gens parce qu'on a de la data science, c'est d'occuper les gens de façon différente avec des activités qui vont plus contribuer au développement de l'entreprise. Et c'est un gain de temps, un gain d'intérêt aussi, et ça permet de faire évoluer et d'intégrer la data science très tôt, en fait, dans nos discussions. Et autant là, ça prenait des jours et des mois presque, autant là, c'est fait en temps réel. Donc on a vraiment un gain très fort,
très spécifique peut-être, mais en tout cas, c'est juste pour montrer que l'intérêt, en tout cas, c'est pas forcément remplacer les gens, c'est de les utiliser différemment, qui passent sur vraiment des sujets qui vont faire croître l'entreprise. Oui, donc en fait, ça fait évoluer un petit peu le modèle d'organisation de ton entreprise avec l'intégration de métiers data, mais qui soit au contact des équipes, donc qui apporte une richesse supplémentaire. Exactement. Ok. Tu es capable d'apporter une notion de valeur à ces notions de gain de temps, gain de... Alors là, on a plutôt mis sur notre nouvelle activité qu'on a pu créer, en tout cas. Mais ce qui était intéressant, c'est sur des activités de planning. On a des gains vraiment de jours, quasiment, puisque le planning évolue tous les jours. Quand on a des choses qui évoluent de façon continue et quasi automatique, c'est une sécurité qui est assez forte derrière. Donc il y a plusieurs jours, je dirais, de gains de temps pour la même personne, avec un investissement qui reste relativement limité et qui permet vraiment de passer du temps. Nous, on a du staff qui est très qualifié, donc faire le travail sur le client, travailler sur des rapports, etc. Et d'automatiser toutes ces tâches qui à force aussi peuvent peser. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc on a gagné là-dessus beaucoup, et après, en finance, c'est un peu différent. Très clair. Allez, il nous reste 5 minutes. On met un petit peu la contribution. Voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes, vous, de votre côté, sur votre stratégie data? Je dirais même au-delà, enfin, on parle de stratégie, vous n'avez pas forcément de stratégie, mais où en êtes-vous de vos actions, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, l'état des lieux est la première étape. On a deux extrêmes déjà. Voilà. Il y a déjà des travaux qui ont été faits sur les cas d'usage. Oui. Ce qui sera intéressant, alors du coup on ne pourra pas poser la question en mode ping-pong, mais quelque part c'est qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'étape suivante? Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que c'est le temps? Parce qu'on l'a vu dans l'enquête, souvent le temps est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que c'est un sujet prioritaire pour la direction? Est-ce que la data a été priorisée comme un enjeu et qu'il faut l'intégrer aux démarches? Est-ce que c'est des questions de financement? On a commencé à en parler, il y a des solutions. Et puis Adoc en parlait ce matin avec le DIH aussi et des choses comme ça. Donc voir potentiellement les freins. Comment les faire compétences sauter. aussi parfois. De compétences, connaissances internes. Ok, bon, je vois que pas mal ont identifié les cas d'usage. Donc maintenant, l'idée, c'est de projeter la suite, j'imagine. Donc potentiellement, le sujet financement, etc. Mais ça, je vous laisserai découvrir par vous-même. En tout cas, il y a des choses qui existent. Je propose qu'on passe à la suite. Camille, il nous reste, s'il y a des questions... Ouais. On avait juste une slide, mais je vais passer vite. Alors sur, effectivement, la data, c'est pas que la techno, c'est aussi de l'humain. Donc pensez, on en a parlé, ça a été évoqué ce matin, donc pensez à vos équipes et ça a été mentionné. Donc ça, je passe vite. La prochaine question, on va la passer aussi. Donc là, simplement, c'était pour conclure. On voulait vous passer quelques messages, vous l'aurez compris. Le premier, la technologie doit être au service des usages et non l'inverse. Donc commencer par penser métier et donc être au contact du métier. Et je pense que chez Silcare, vous le faites bien parce que les data scientists, data engineers sont ici avec nous et échangent et écoutent les problématiques métiers et sont au contact du métier. Quand on parle d'IA et de data science, c'est quelquefois difficile d'anticiper les résultats. Donc il faut forcément tester. Et pour un comité de direction, ce n'est pas toujours évident. Parce que se dire, je mets de l'argent sur la table, je ne sais pas si ça va être rentable. Donc les sujets d'IA et data science, encore une fois, il y a besoin d'expérimenter, de valider la performance de ce qui va être mis en œuvre. Il faut anticiper donc il y a des risques à anticiper et c'est à gérer avec des experts. On parlait de la réglementation, on parlait de la sécurité. Oui, forcément, on parle data, donc il y a des enjeux autour des risques que ça peut soulever. Il faut arriver à embarquer tout le monde. Et donc c'est un projet d'entreprise, ce n'est pas un projet du service informatique dans l'entreprise, c'est bien toute l'entreprise qu'il faut embarquer. C'est pour ça que souvent les DSI sont un peu pris en étau sur ces sujets-là, parce qu'ils sont mandatés par la direction pour lancer des projets data, sans avoir forcément tous les métiers concernés, et on leur demande de faire bouger les lignes. Donc c'est vraiment un sujet d'entreprise et il faut avoir un sponsor décideur sur ce type de projet. Et puis, la qualité des données, on en a suffisamment parlé. Effectivement, c'est un prérequis pour faire tourner des algorithmes, si on revient sur l'IA, qui ne disent pas de conneries, ou qui ne font pas des choses qui dérivent.
Pour terminer, puis après on vous laissera la place à vos questions, simplement on organise chaque année un événement qui s'appelle Cultive ta data, qui aura lieu cette année le 31 mai, qui s'adresse aux décideurs des PME et ETI d'Occitanie et qui a vraiment un focus métier, comme on l'a vu. On n'est pas là pour parler entre experts. L'idée, c'est vraiment de toucher toutes les entreprises qui viennent s'acculturer. Les dernières, on a eu 150 visiteurs. On espère que cette année, vous en ferez partie. Et donc, nos amis de Flint sont également intervenus sur le dernier Cultive ta data, donc ils pourront aussi vous en témoigner, et eux sur les sujets d'IA. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là. Des questions qui peuvent être en dehors de ce qu'on vient de voir d'ailleurs, n'hésitez pas. Oui? L'événement Cultive ta data, c'est de Roussy ? À Verchamp, domaine de Verchamp, à Castelnau. Oui? Oui, moi j'ai une activité donc, qui pourrait être en synergie complète avec la vôtre. Là où je me pose une question aussi, c'est pas toujours évident, je trouve, de valoriser la partie qualité de la data. Parce que souvent, les gens n'ont même pas conscience finalement du manque d'intégrité de l'information. Et comment vous arrivez à valoriser ça finalement? Alors ça, à la limite, toi, tu as des retours d'expérience là-dessus? Parce que moi, je peux partager... Après, nous c'est critique d'avoir de la data pure. Donc, ça fait partie, dans le monde de la santé, la qualité est critique. Donc, par nature, dans notre système de fonctionnement, on est vraiment très très rigoureux sur la data. Donc après, c'est un état d'esprit aussi par business. C'est un état d'esprit, mais après, souvent, tout à l'heure, je parlais de l'expérimentation. On travaille beaucoup sur le décisionnel. Donc, quand on met en place des tableaux de bord, souvent, les métiers remettent en question leurs propres indicateurs. Le commerce, quand il parle avec la finance, on n'est pas d'accord sur la marge ou sur des choses comme ça. Et pour aligner tout le monde, souvent, on va projeter les indicateurs et ensuite revenir à la manière dont ces indicateurs sont calculés et d'où viennent les données. Et c'est là, quand on remonte la bobine, quelque part, on retrouve potentiellement d'où vient le problème. Soit c'est un problème de saisie au démarrage, soit c'est la règle qui est établie qui n'est pas la règle commune pour l'entreprise. Donc on va revenir sur d'autres sujets. Alors ça te parle peut-être un peu plus, mais oui. Mais là, dans ce cas présent, on est déjà dans un projet où l'entreprise est déjà lancée quand même dans cette réflexion. Parfois, c'est pas toujours évident, même dans nos écosystèmes scientifiques, c'est pas toujours évident, les gens n'ont toujours pas cette conscience fine des limites qu'elles ont sur leur intégrité, la qualité de leurs données. J'aurai pas l'occasion d'en parler. Non, mais après, on revient, c'est cette démarche d'entreprise, c'est cette démarche collective. À la fin, on ne fait pas, moi je suis financier, directeur financier, si mon tableau ne me reflète pas la réalité, j'ai un problème. Donc si ça, c'est pas ancré, et le but, c'est qu'on n'est pas là pour identifier des choses mauvaises dans l'organisation. Enfin, tout dépend quel type d'organisation on essaie de gérer, mais l'idée, c'est une fois de plus, c'est des outils qui vont aider à piloter une entreprise pour prendre les meilleures décisions et pour envisager de la croissance. Donc si ça, c'est pas ancré, on a un vrai sujet une fois de plus, de change management, c'est comment les gens prennent ce sujet et considèrent, le but c'est pas de les espionner, le but c'est de créer de la valeur collective et d'avancer, de simplifier et de donner une information réelle à des décideurs. Si ça c'est pas ancré, il y a un vrai sujet plus que ça. Oui. Si je puis faire juste une petite information, donc je crois que c'est McKinsey qui a fait une étude auprès des décideurs d'entreprises au niveau international. 83% des décideurs ont conscience du fait que l'exploitation de la data leur permettrait de mieux piloter leur activité. Et il n'y en a que 24% qui ont confiance en la qualité des données. Alors tu sais que c'est pas McKinsey, c'est l'Observatoire qui a sorti ces données-là. Mais c'est gentil de nous comparer à McKinsey. Tu veux augmenter tes prix? On va augmenter. Ben voilà. C'est gentil. Tu n'avais pas informé que tu avais racheté McKinsey? Non, pas encore. Pas encore. Écoute, j'ai spoilé alors. Mais effectivement, oui. Effectivement, la conscience est souvent sur le côté je vais chercher la performance, je sais que mes données peuvent servir la cause, mais quelque part, voilà, la qualité des données, c'est plutôt quand on soulève le capot quand on a besoin de servir un objectif, une cause. Sinon, aller voir la qualité des données pour aller voir la qualité des données, c'est comme dire aux commerciaux, vous saisissez mal dans votre CRM. Oui, ok, c'est la vie. Moi, j'ai mon habitude, je connais tous mes clients, donc je n'ai pas besoin de le saisir dans le CRM. Idéalement, on va laisser la place Oui. à Pierre et ses équipes. Mais si vous avez des questions, on y répond. Merci à vous.